ce soir, je vais vous parler d'un outil, donc Piercer, que je développe au LSE depuis un petit bout de temps et sur lequel, en fin de compte, c'est un logiciel libre. Donc maintenant, on commence à avoir quelques contributeurs et l'outil est amené à évoluer. L'idée de cette présentation, c'est déjà de vous présenter un peu l'outil, mais aussi c'est aussi un prétexte pour avoir un sujet, pour aborder tout un tas de domaines qui, je pense, pourraient peut-être vous intéresser, et puis enclencher des discussions et un peu de controverse. Moi, j'ai besoin d'avoir un certain retour sur ce que je fais, et puis je pense que ça peut être un peu utile pour vous de voir certains aspects un petit peu différemment que ce qu'on vous enseigne. Surtout que Piercer, c'est plutôt enseigné sur l'école Epitech. Sur Epita, vous voyez avec le LR2 une certaine manière d'aborder un certain type de sujet. Donc j'arrive un peu en proposant un peu des choses un peu différentes. Donc ça marche pas ça. Ouais, c'est bon. Donc Piercer en quelques mots. Je vais vous expliquer ce que c'est. Donc ce que j'appelle un PEG parser tool, c'est-à-dire un parsing expression grammar, c'est le type de technique de parsing que j'utilise, qui est codé en Python 3. Il y a un certain nombre de choses qui existent en Python 2, mais en Python 3 pur, il n'y a pas grand-chose. Donc le package est disponible déjà sur PyPy. Donc vous pouvez faire du pip install, ça marche direct. C'est documenté, la doc est disponible aussi, c'est testé. Ça veut dire que ce que je veux dire, c'est que je parle d'un outil qui est pas que j'ai pas dev dans mon coin et qui est pas utilisé, même si le niveau de version n'est pas la version 1, c'est quelque chose qui est déjà relativement mature. Ça a déjà commencé à être utilisé déjà l'an dernier par l'ensemble des Tech 3 qui ont suivi le module de cours que j'assure. C'est largement inspiré d'un ancien outil qui s'appelle CodeWorker. Je reviendrai rapidement dessus, mais c'est pas le but de ce soir. Ce qui est important, c'est le gros avantage qu'apporte l'outil, c'est de permettre de définir des grammaires, mais de les voir comme des classes. C'est-à-dire que le principe, c'est que les classes les grammaires soient héritables, les rules, donc les règles de grammaire intégrées dans l'outil soient considérées comme des méthodes, c'est-à-dire dérivables. Surchargeable. Quand je dis not so context free, c'est-à-dire c'est pas contexte free, parsing sans contexte, c'est pratique, mais je vais expliquer en quoi des fois casser un peu la règle, ça peut être pratique. Ça c'est quelque chose qui est offert par ce qu'on appelle les parsings de type PEG. Ensuite, Piercer, parce que le parsing c'est bien joli, mais ça suffit pas. Fournit aussi un système de typage. Et donc toujours pour dire que c'est quelque chose de relativement fonctionnel, même si le niveau de version est encore faible. C'est assez puissant et assez stable pour supporter tout un front-end de C qui s'appelle le C-Norm, qui est maintenant la version 4 et qui est déjà utilisé par les Tech 3. Donc ce que je vais vous raconter, donc on va refaire un petit point sur tout ce qui est parsing, pourquoi ça reste un sujet qui est d'actualité et que avoir des outils qui continuent à proposer des choses qui nous permettent d'aborder des problèmes d'une façon un petit peu différente que la manière classique, pourquoi c'est utile. Donc les motivations à travers ce projet, de pourquoi donc j'ai à développer Piercer et pourquoi je vous le présente ce soir. On va prendre un petit cas, donc parser du XML, un peu tarte à la crème pour voir un peu les différences et puis la puissance du truc. Ensuite, on va passer sur la partie qui est le plus importante, c'est-à-dire que vous parser c'est sympa, mais en fin de compte c'est que 10% du boulot, tout le reste se passe après. Donc commencer à parler de concrètement c'est quoi un système de typage et pourquoi on en a besoin, qu'est-ce que peut fournir Piercer pour que justement ça soit quelque chose de pratique, simple et rapide et que typiquement on ait déjà tout ce qu'il faut pour faire ça. Et on va voir ça à travers un petit langage web qui s'appelle Time Language for Typing. Et ensuite, on conclura et voilà. Donc, à propos de tout ce qui est parsing, donc depuis les années 70, là où à peu près on a proposé et stabilisé un certain nombre de choses, les choses ont pas mal évolué. Effectivement, quand on parle parsing, vous pensez compilateur, c'est-à-dire je parse, non, j'ai pas le retour. On parse un langage, je fais un certain nombre de choses bien particulières et je génère un truc.
Maintenant, on en est plutôt à non, on a des imbrications de langage au sein d'un même fichier, et puis on peut avoir plusieurs outils ad hoc sur le même source. On peut avoir donc en termes de complexité, beaucoup de choses à faire. Donc quelques exemples, quand vous pensez tous les outils que vous pouvez développer d'analyse sur de la stack web où vous avez au moins 3 langages mélangés, et d'autres trucs que vous connaissez déjà comme des outils comme d'Oxygène qui vous permettent de mettre des informations de documentation dans votre code C++, mais ce qui serait pas mal, c'est que on puisse relier ces informations de documentation au code C++ existant, chose que d'Oxygène fait très mal en termes de justement de compréhension de la grammaire C++ telle qu'il est. On peut penser à d'autres outils comme Swig pour la génération de wrappers pour des langages de script. On peut passer encore pas mal de choses. On peut penser encore à Framassé qui permet d'écrire des expressions en ACL, qui est une espèce de langage de description formelle de preuve dans les commentaires en C, et il fait par contre lui le lien entre le code C et ces preuves-là pour pouvoir ajouter, outiller tout ça. Donc tout ce que je suis en train de vous raconter, c'est à peu près l'état actuel de là où on en est, des besoins de toutes ces techniques-là, et on appelle ça grosso modo l'ingénierie des méthodes, donc Model Driven Engineering en anglais. C'est ce qui est le plus gros consommateur et comment dire, une technique qui permet d'aborder les problèmes de l'industrie de manière vraiment haut niveau. L'idée étant que, grosso modo, quel que soit le domaine informatique qu'on est en train de dématérialiser, on peut considérer qu'on peut modéliser ce domaine par un langage X ou Y, basé sur des concepts, des ontologies, des choses comme ça, et d'avoir à développer des outils justement d'interprétation et de génération de code basés sur ces concepts en utilisant des templates écrits à base du legacy code, du code préexistant. Donc c'est tout un bousin qui peut être très 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 vaste, mais l'idée c'est toujours améliorer la qualité logicielle et partir sur ce qu'on appelle les fabriques de logiciels, c'est-à-dire à un moment donné, dans un domaine bien particulier, on sait exactement en termes d'informatique ce qu'on a besoin, on ne va pas réécrire ou maintenir une application à la main, surtout que maintenant les stacks de logiciels sont de plus en plus complexes. On va essayer d'offrir des outils et des outils d'intégration et de pilotage de tout ça. Donc ça demande énormément de choses en termes de parsing, de gestion de DSL et de customisation, etc. Alors il y a tout un tas d'outils qui existent pour ça, mais la plupart du temps c'est typiquement des gros trucs basés sur Eclipse en Java, donc très 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 éloigné de, on va dire, ce qu'un épita ou un épithécien a envie de manipuler quand il veut faire un certain nombre de choses. Toutefois, l'idée globale est intéressante. Donc Piercer vous propose déjà de ramener tous ces concepts-là dans un environnement Python qui est beaucoup beaucoup plus abordable. Ensuite, le slide troll, Yak is dead, donc ça c'est une citation de Might et d'Array qui date de 2010, qui était justement pour montrer que tout ce qui était parsing LR, donc très classique, l'Exeia que vous connaissez bien, ça répond à une partie de la question, mais ça suffit pas quand on veut aborder des problèmes complexes et travailler avec des langages ambigus ou sur lesquels on ne part pas de rien, on travaille sur quelque chose d'un préexistant qu'il faut gérer. Donc l'idée, c'est ce qu'on a besoin, c'est d'avoir des what you see, what you get parsers, c'est-à-dire des parseurs qu'on écrit vachement plus proches de nos besoins, et pas des what you see is what you get if you understand LR. Bon, ça c'est la partie troll. Donc l'idée est toujours manager des choses ambiguës qui sont dans le monde réel et pragmatique. Donc c'est pour ça avoir une vision ingénieur et pas computer scientist, c'est-à-dire une version trop théorique. Donc les parsing expression grammaire, c'est quelque chose qui date de 2004, qui est une manière de réintroduire les parseurs en descente, parseurs top-down, en utilisant quelques optimisations qui permettent de faire que les quelques défauts qu'ont ce type de parseur est largement compensé par rapport à la flexibilité que ça apporte. Donc l'idée, c'est que, bon, je vais exprimer après avec des exemples ce que c'est que les prioritarisation des choix dans les alternatives, le fait que vaut mieux
commencer les alternatives par les règles les plus consommatrices. Donc il y a un ordre un petit peu à comprendre. Les cas d'utilisation des prédicats syntaxiques et puis le fait d'avoir des looked illimités, la notion de backtracking. La notion de backtracking, c'est très simple. C'est dans une alternative, quand on fail, on remonte la première alternative qui peut répondre. Donc quand vous êtes expliqué comme ça peut être un peu bizarre, mais en fin de compte, vous allez voir, c'est beaucoup plus naturel que ce qu'on peut avoir en LR. Donc moi la base de ce projet de motivation, c'est que bon, quand j'étais étudiant, il y avait un vieux projet Epita qui s'appelait C++2C, dont le but était de parser du C++ et de régénérer du C correspondant. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails, et moi j'ai proposé une alternative qui s'appelait Cook, basée sur une syntaxe un peu plus légère. Et donc l'objectif, c'est de parser un surensemble du C pour donner les propriétés objets à ces surensembles, donc voir concrètement comment tout le sucre syntaxique que grosso modo un langage objet apporte par rapport à un langage impératif propre, sans abstraction comme le C, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, qu'est-ce qui se cache derrière le paradigme objet. L'idée, c'est que malheureusement ce module est sur une période relativement courte. Donc l'idée de garder quelque chose de rapide à prise en main, d'avoir quelque chose de... Je préfère que les étudiants passent plus de temps à chercher à comprendre ce qu'il faut faire plutôt qu'à débugger un safe fault. C'est pas le sujet. Donc dès le départ, je suis parti sur des trucs plutôt langage de script et quelque chose de... faut que vous puissiez aller vite. Parce qu'on parle d'une promo, donc faut pouvoir réagir aussi toute la somme d'innovations, d'erreurs qu'ils peuvent faire. Donc première version en Perl, après on a évolué sur un truc qui s'appelait CodeWorker, qui est très bien mais très peu usité. Et l'idée, c'est que justement toutes les features intéressantes de CodeWorker, je les apporte en Python via le module Piercer. Donc Piercer, c'est la base de pas mal de projets. Donc je dis il y a un front-end de C qui s'appelle CNorm, donc c'est la base aussi du Cook et d'un autre projet qui s'appelle RatAccess. Et RatAccess, grosso modo, c'est le model drive engineering appliqué au développement de driver. Donc Piercer, donc ça rajoute les features de CodeWorker en Python. J'ai choisi Python pour l'aspect de lisibilité et puis l'aspect communauté qui est bien. Ça permet d'écrire les grammaires de manière à travers une notation quasi BNF. Il n'y a pas de langage embarqué dans la description, c'est-à-dire que contrairement à ce que vous faisiez en Lexeiac, où typiquement vous utilisez un système de balise pour décrire vos règles de production, et puis dedans vous mettez du code C++, Java, whatever, ou en TLR, c'est pareil, où on mélange les deux, ce qui fait qu'une grammaire telle qu'on l'a décrit, on est toujours extrêmement lié au langage dans lequel on l'a écrit, donc on peut rien en faire. Là, l'idée, c'est justement tout ça. On enlève, on fait des choses complètement agnostiques, c'est-à-dire il n'y a pas de langage embarqué, c'est quasiment du MVC, c'est-à-dire model view controller. La view, c'est typiquement le parseur, le modèle, c'est votre AST, et le contrôleur, c'est tout le traitement qu'on fait derrière. Donc l'avantage, c'est que sur une description unique, on pourrait travailler sur des langages autres que Python. Bon, pour l'instant, on va faire Python, puis après on verra ce qu'on peut faire. L'idée, c'est de limiter le problème à un certain nombre d'abstractions bien maîtrisées et qui nous suffisent pour gérer l'intégralité du problème. Donc toujours l'idée finale étant, l'impératif étant de pouvoir faire de la composition de grammaire, c'est pas bien compliqué, et on va y arriver parce qu'on va faire l'injection de dépendance qui nous permet justement de ne pas tisser les choses en dur. Donc on va prendre l'exemple sur un XML. Donc on a en fait que 4 abstractions en Piercer. On a le principe des règles, comment on écrit des règles, ça c'est l'aspect DSL. Le principe de notes, c'est qu'il va permettre de gérer tout l'aspect variable, création de notes d'AST en fait, implicitement, qu'on va créer à travers le processus de parsing et qu'on va retourner à travers les règles, etc., etc. Le principe de hook qui permet en fait de manière quasi événementielle de positionner des points d'interaction dans le parsing, entre le parsing et le langage de script. Et des directives, que je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc le DSL de parsing, il n'est pas bien compliqué, du très classique, on a l'opérateur égal pour définir des règles, le pipe pour l'alternative, on va appeler des règles quand on les écrit.
des éléments terminaux pour décrire un caractère, une chaîne de caractères, un ensemble de caractères. On va faire des groupes. On a les répéteurs classiques pour intégration étoile plus, comme vous connaissez, dans le choix 0 à n et 1 à n. Ensuite, on a quelques prédicats qui sont intéressants. On a le til pour le complément, le négative look-ahead et le positive look-ahead. Je vais vous montrer des exemples ce que ça peut donner. Et la flèche qui permet de faire un read until. Alors typiquement, pareil, si vous connaissez les réglages, c'est rien de nouveau. La syntaxe d'un identifiant, bon, en Pearson, vous allez l'écrire comme ça. Just equal, donc en C, typiquement, c'est un égal, mais qui n'est pas suivi d'un égal. Donc typiquement, c'est égal, donc le négative look-ahead égal, c'est-à-dire bah, voilà, un égal non suivi d'un deuxième égal. Tout sauf fin de ligne. Donc c'est le complément du caractère \n plusieurs fois. Classique. Et autrement, on peut faire une autre version qui est flash \n. Donc le flash \n, ça correspond en fait à, c'est comme si j'avais fait le complément de \n n fois suivi de \n. Donc la seule différence entre les deux, c'est que la flèche consomme le dernier token, enfin le dernier élément que vous posez. Alors l'idée, c'est que les compléments, tout ce qui est prédicat s'applique pas seulement à des éléments terminaux, mais aussi à tous les éléments non terminaux. Donc on peut faire flèche, règle, tilde, règle, etc., etc. C'est ça l'intérêt. Donc typiquement, comment ça on interagit avec Python, typiquement avec les nodes et les hooks, on peut déjà faire quasiment une bonne partie du boulot. Des petits imports de base, on apporte le module méta pour l'injection de dépendance et puis grammaire pour pouvoir définir nos grammaires. Grammaire pour la from string, c'est-à-dire que là, ici, on va directement écrire le petit DSL pour pouvoir dire ce qu'on va faire. Ce qui est important, c'est qu'en fait, on a 2 points pour dire un node. Donc ID, c'est une règle. 2 points I, c'est le nom du node résultat de l'exécution de la règle ID. Et dièse qui précède devant les hooks, et les hooks c'est soit juste un nom, soit comme ça ressemble à un appel de fonction, bon, test hook, parenthèse, underscore, virgule i. Alors underscore c'est le nom du node courant de la règle, et le i c'est le node qui a été récupéré à la sortie de l'exécution d'ID, quoi. Ensuite, on a juste à définir un meta-hook, test-hook, qui permet de dire qu'est-ce qu'on fait quand on en arrive à cet endroit-là. On reçoit donc AST qui correspondra à l'underscore et le i, qui sont tous les deux nodes. Alors là, j'utilise la syntaxe d'annotation de Python 3 parce que c'est beaucoup plus clair quand on fait du langage de script, même si c'est pas forcément validé, c'est pas très grave. On va dire à titre de documentation et à titre d'explication, c'est pas mal. Et puis, grosso modo, l'objectif, c'est de fabriquer notre node d'AST, de aller capturer, par exemple, la valeur associée à ce qui a été parsé par l'intégralité de la règle ID, donc typiquement un self.value, ou autrement, on pourrait directement travailler avec ID si c'était déjà un nœud préconstruit d'un node quelconque. Et typiquement, on fabrique ça dans AST et on retourne true. Si notre hook ne retourne pas vrai, on discute avec le moteur de parsing, c'est-à-dire que si on retourne pas vrai, en fin de compte, on va être capable d'arrêter dynamiquement notre parseur. C'est pour ça que l'aspect sans contexte, c'est pas vrai, c'est que justement on peut gérer des contextes complètement dynamiques et même faire des pseudo-grammaires génériques récursives, un peu comme si vous regardez ce que fait Larry Wall sur Perl 6, il s'amuse à faire ce genre de bêtises. Et puis alors typiquement ce que j'ai créé avec mon FromString, c'est une classe, donc TextBNF c'est une classe, donc mon MetaHook je l'ai attaché sur la classe TextBNF et il suffit que je l'instancie et à partir de là je dis vas-y parse, je lui file mon contenu et je lui donne mon point d'entrée. Bon, l'API est plus riche que ça, je vous détaille pas, tout est dans la doc sur le web, donc c'est juste pour vous montrer les grandes idées du truc. Finalement, après, on a comme dernière abstraction les directives qui permettent de gérer des effets globaux et d'avoir un gain de temps pas mal. Notamment, par exemple, là, j'en montre une qui, la directive ignore, qui va permettre de nous dire, à partir de là, donc typiquement, ça prend toute la séquence de règles qui suit. Toute la séquence de règles qui suit, grosso modo, elle est sous la convention ignore, blanc. Et convention ignore blanc, en fait, elle va gérer le fait d'injecter ou pas des tokens d'espace entre les différents éléments de vos séquences. Ce qui fait que, grosso modo, ici, j'ai pas à me prendre la tête de savoir s'il faut que comment je gère mes commentaires, par exemple, ou mes espaces, mes retours chariot entre les différents éléments. À partir de là, tout est géré. Ce qui fait que quand je veux définir un élément terminal,
un peu complexe. Typiquement QValue, ici je mets ignore null pour désactiver et dire qu'en fait string, il n'y a pas tous les éléments de cette règle là entre chaque élément de la séquence qui définit une règle string. Il n'y a pas d'injection de token de consommation de blanc par exemple. Voilà grosso modo l'idée. Alors là en fait ça c'est un mini parseur de XML, hein, ça fait pas beaucoup de règles, c'est pas très utile d'en avoir beaucoup parce qu'en fin de compte c'est très simple comme grammaire. Le truc un peu particulier d'un parseur PEG, justement, c'est ce qu'on va faire là. On va lire un identifiant, on va le mettre dans le node NT. Et ici, on va compléter le tag terminal, le tag fermant associé à l'identifiant. On va dire lit dans le flux. Ça, c'est l'effet typiquement du node texte. Lit dans le flux d'entrée ce qui a été capturé par NT. Donc là, c'est typiquement le côté un peu dynamique pendant le moteur de parsing. Alors on pourra débattre après sur les performances, etc. Vous verrez que ce qui est le plus important pour nous, c'est la souplesse plus que la performance brute. Voilà, je vous laisserai regarder après coup l'intégralité de ce que ça fait. Autre petit point, on peut trouver une certaine conversion entre une regexp et puis en fin de compte la manière dont on écrit du PEG. Donc typiquement ici le /char qui correspond, vas-y lis un caractère quel qu'il soit. En fin de compte ça correspondrait au point et en fin de compte la regex pour lire une chaîne de caractères et le code en PEG c'est très très proche. Pour information, comme tout est traduit en Python et en chaîne de caractères Python, on a l'Unicode gratuit aussi. En fait, passer en Python 3 pour un parseur, c'est déjà pas mal. Pour finir sur la partie parsing, donc les directives, donc on a un effet global et puis en fait sont définissables et réutilisables par l'utilisateur du module. Donc on peut en inventer de nouvelles, il n'y a pas de problème. Comme je vous ai dit, l'API est un peu plus riche. Là, je vous montre rapidement le cas de composition de grammaire. L'idée, c'est que une autre manière d'utiliser, de définir une grammaire, c'est d'utiliser une classe, de dériver de grammaire, de mettre deux attributs qui sont fixes, qui sont grammar et entry. Donc grammar qui contiendra la description, qui contiendra votre DSL de parsing, et l'entry qui définira votre point d'entrée. Point barre. À partir de là, il y a quelques conventions. En fin de compte, ce qu'on fait, c'est que typiquement la grammaire D qui dérive à la fois de A et de C va surcharger la règle R qu'on imagine préexistant déjà avant. Et en fait, c'est la réécrit. La réécrit en faisant quoi? En rappelant celle qui est... en fait, là, rien qu'en lisant ça, on comprend qu'elle a dû être définie dans A. Sauf que là, on va explicitement appeler la version de A, de la grammaire A, donc on rappelle R et on rajoute juste une alternative. Et par exemple, on va connecter la grammaire C en rappelant la règle Z de la grammaire C. Donc typiquement, ça c'est un exemple de composition de grammaire où on va dériver une règle d'une grammaire existante en rajoutant une alternative et connecter à un autre langage, par exemple. Voilà, donc les hooks, vous avez vu, c'est des fonctions, donc c'est pareil, c'est surchargeable par un petit mécanisme de métaprog en Python, c'est gratuit. Je vais m'arrêter là pour tout ce qui est la partie parsing, hein, je répondrai aux questions pour la suite, mais grosso modo, il y a un tutoriel complet sur la partie, sur un exemple complet de comment on parse un JSON et qu'on reconstitue quelque chose qui, typiquement, une structure de données Python qui est décrite par le JSON, quoi. Bon, le parsing, normalement, tout ça, je considère que c'était des révisions. Donc, maintenant, on va attaquer la partie un peu plus sympathique, c'est-à-dire que, grosso modo, comme je vous ai dit, l'idée, c'est de faire, si on pense le modèle, tout ce que je suis en train de vous raconter comme un modèle, une application du modèle MVC, tout ce qui est parsing, on va dire que c'est la view. Et maintenant, on va plus se préoccuper de la partie contrôleur, c'est-à-dire, concrètement, on en fait quoi de ce qu'on a parsé, quoi. Généralement, à partir de là, dans tous les outils qu'on a, on est à poil, c'est-à-dire que faut qu'on connaisse, faut qu'on ait des compétences pour pouvoir coder nos propres passes de visite sur l'arbre pour pouvoir apporter de la sémantique, pour pouvoir faire des choses. Et c'est à partir de là où, en fin de compte, la plupart des gens ont besoin d'un coup de main. Donc c'est pour ça que là, Perceur innove en proposant quelque chose qui va permettre aux gens qui ont un niveau de connaissance de toutes ces techniques et de toutes ces théories, moyen, on va dire, de pouvoir utiliser, comme dans un framework, des briques qui vont pouvoir leur aider à obtenir un résultat par rapport à leur problématique de MDE, d'ingénieur qui a besoin de faire un truc particulier.
pour faire un outil. Donc grosso modo, le visitage d'AST en Python, c'est pas très compliqué. Donc si c'était juste, bon maintenant vas-y tu codes tes passes et puis tu te débrouilles, c'était pas très important. Ce qui est important, c'est de pouvoir filer quelque chose qui permet de checker la conformité d'un AST par rapport à une sémantique. Donc à faire du typage, mais aller plus loin quoi. Grosso modo, on va se concentrer que sur cet aspect-là. Valider un AST par rapport à on va dire la sémantique de typage d'un langage X tel qu'on aurait besoin de le définir, et on va se poser des questions sur en fin de compte qu'est-ce qu'on doit donner quels sont nos besoins pour donner pour y répondre à cette question-là, et donc que ça soit utilisable. Notre objectif donc c'est d'avoir quelque chose qui permet de faire du typage statique classique, que ça soit déclaratif ou faire de l'inférence, quelque chose de versatile et qu'on puisse étendre. Sachant que l'objectif, comme derrière on va travailler avec des trucs genre le C qui a un langage qui a des problèmes, enfin pas des problèmes mais on va dire qui a des comportements qu'on va devoir simuler, ça va nous poser un certain nombre de problèmes. Faut qu'on puisse gérer en fait toute la panoplie de choses qu'on a dans un langage objet, parce que l'un des projets Cook utilise Parser, et les étudiants vont l'utiliser. Donc on va avoir besoin d'être capable de gérer la surcharge de fonctions, de gérer le sous-typage dans le cas de l'héritage, même si l'héritage c'est pas du sous-typage, mais enfin bon, on va pas rentrer dans le détail. De gérer des retours de fonctions qui sont covariants, de gérer donc la partie un peu crado du typage du C avec des conversions implicites, des choses comme ça quoi. Donc pour pouvoir faire tout ça, partir par exemple d'un langage fonctionnel comme Camel, et puis avec du Camel P4 DSLiser le Camel pour pouvoir coder nos trucs, et donc utiliser le typage de Camel pour pouvoir faire l'objectif complet, ça va pas, parce que le problème c'est que le typage système de Camel tel qu'il est, pour gérer tous ces problèmes-là, bon, c'est pas fait pour, et on va se confronter justement à des problèmes qui est que c'est fait pour des choses propres, pas pour gérer tout le problème de dette technique et puis de choses un peu sales, mal définies qu'on a à gérer justement. Donc on va trouver plutôt un biais et proposer un système hybride qui va nous permettre de prendre ou de réinterpréter un sous-ensemble des fonctionnalités qu'on a dans un typage, dans un type système fonctionnel, et puis avoir un comportement un peu d'une boîte à outils sur lesquels on puisse piocher pour pouvoir composer la sémantique de notre langage, quoi. Et puis, cerise sur le gâteau, on n'est pas forcément obligé de l'utiliser intégralement avec Parser, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de la partie parsing de Parser pour pouvoir utiliser type système, on pourrait l'utiliser sans, parce qu'on pourrait très bien utiliser, non, t'as fait ton parser avec un autre truc, tu peux au moins utiliser juste la partie type système de Parser, peut-être que ça a du sens. Donc on va refaire de l'injection de dépendance pour éviter toute, intrication trop forte avec les modules. Donc grosso modo, la version la plus générale et la plus fausse, on va dire, de ce que c'est un type, enfin on va dire fausse, parce que justement je rentre pas dans les détails, d'un type, c'est un ensemble de contraintes syntaxiques attachées à une expression, et grosso modo on peut soit les lister, donc ça c'est le qu'on va faire plutôt penser déclaratif, soit les déduire à partir des cas d'utilisation, à partir du code, ça c'est plutôt ce qu'on va faire de l'inférence. Donc nous qu'on va chercher à être à cheval entre les deux, être capable de faire les deux en fin de compte, et de séparer l'un ou l'autre, c'est si j'en liste une partie, j'ai su déclaratif sur la partie que j'ai listée, si je ne dis rien sur l'autre partie, tu vas les déduire. Donc tu vas travailler à partir de cas d'utilisation, et tu vas travailler à partir des éléments qui te sont donnés, quoi. Donc toujours dans notre biais, ce qu'on fait, c'est qu'on considère que tout ce qui est opérateur statement, tout ça c'est des fonctions, donc ça permettra de simplifier tout ce qui est algèbre de typage, parce que comme ça on n'a que à travailler à partir de fonctions. Ce qui est important, donc d'une certaine manière, la stratégie globale pour pouvoir faire le truc, c'est de déterminer en fait les différents types de fonctions et de les déduire à partir d'un certain nombre d'éléments. Donc c'est déduire ou réduire, parce que
On déduit quand on n'a pas d'informations a priori, donc on part d'informations. Je vais vous expliquer sur des cas pratiques après pourquoi quel est le biais sur lequel on les déduit. Ou autrement on réduit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à travers un opérateur polymorphique ou non, parce que c'est pareil, on peut choisir, ou à travers une fonction, on va éliminer des branches de choses qui sont pas possibles. Donc on va travailler donc par déduction-réduction à partir des littéraux, des opérateurs, des statements, des déclarations, s'il y en a qui sont présentes. Donc déclaration, j'inclus fonctions, variables, etc. On va avoir besoin de gérer les types polymorphiques. Donc local, alors ce que j'appelle local, c'est-à-dire faire de l'inférence locale sur une expression complète pour pouvoir déduire le type de l'expression, ça c'est ce qu'on appelle local. Et le type de construction, c'est au sein d'un bloc de code, à partir de tous les cas d'utilisation d'un paramètre de la fonction, paramètre par exemple, déduire le type de ce paramètre. Et on va avoir besoin de fonctions variatiques, c'est-à-dire que ça typiquement à la base c'est un truc en fonctionnel qu'on n'aime pas, mais on en a besoin pour le C, donc il va falloir qu'on puisse gérer ce genre de fonction. Et va falloir qu'on puisse aussi gérer le problème de conversion implicite ou pas. Implicite ou explicite, et même si c'est pour ne rien faire, dans le cas du sous-typage typiquement c'est une conversion implicite qui ne fait rien, mais il faut qu'on puisse faire tout ça. Donc on va fournir quelques abstractions, le principe d'un scope qui est un peu un conteneur universel. Qu'est-ce que c'est qu'une signature? C'est typiquement tout ce qui est dans un scope est identifiable de manière utile par sa signature, et à la fin de toute façon on va générer des symboles, parce qu'on va générer soit des symboles pour du code C, mais ou assembleur ou whatever. L'idée c'est que la brique de base ça reste le symbole. Et des abstractions un peu plus complexes, ils sont que des compositions de cela, c'est-à-dire la var pour la variable, val pour tout ce qui est valeur, c'est-à-dire que true c'est quelque chose qui est identifié puis qui a un type, pareil pour false. 12, on va voir que c'est un peu plus compliqué suivant ce qu'on veut faire, puis suivant le type de langage qu'on veut simuler. Foobar c'est pareil, fun pour fonction, et puis type, alors type par contre au sens abstract data type, c'est-à-dire à la fois conteneur, avec un état interne, avec un ensemble d'opérations. Donc c'est le surensemble le plus qui permet de gérer, d'intégrer tout le truc, à la fois des types scalaires de base ou soit des types extrêmement complexes, genre à une classe. Donc grosso modo, à partir de toutes ces classes, on va pouvoir taguer notre AST et commencer à bosser. L'idée c'est que comme on a, on va dire, un ensemble d'abstractions qui est restreint mais qu'on considère qui est suffisant, on peut développer des stratégies qui utilisent ces classes pour pouvoir simuler des comportements qui existent dans différents trucs et qu'on puisse choisir. Donc le sous-module d'inférence dans le type système, dans Piercer, permet de gérer tout ça. Donc permet de faire du type check classique ou de l'inférence, permet d'aller modifier l'arbre si on en a besoin par rapport à notre type système, et permet de faire d'autres trucs. Alors je vais vous expliquer quelques exemples à partir d'un langage jouet. Donc le langage jouet, TLT4, il a été fait exprès pour pouvoir faire des tests unitaires et de régression sur le module type système de Piercer, et puis pour écrire des tutoriaux d'utilisation. L'idée c'est que ce soit facile à comprendre, et puis on va voir quelques exemples pour pouvoir illustrer tout ce que je vous ai raconté. Et il y a déjà deux tutoriaux qui existent, qui sont sur la partie doc hostée par Python associée au module Piercer. Alors par contre ces tutos existent dans la version 0.0.3, celle que je vais commiter, je vous en parle après. Donc, on va prendre le cas le plus crado, qui est la gestion de la conversion implicite ou explicite, et puis du sous-typage de manière générale. Alors donc, l'idée, c'est qu'on donne des opérations pour trouver si T2 est un sous-type de T1. Donc, c'est-à-dire qu'on va, si T2 est un sous-type de T1, notre biais, c'est de considérer qu'on va autoriser une conversion implicite. Puis autrement, on va pouvoir, rien qu'en déclarant, en autorisant ou en interdisant des conversions implicites de T2 vers T1 à partir d'une fonction f par exemple, on va être capable de gérer tous les cas, notamment le narrow typing en C, la promotion en entier du C, etc. On peut gérer tout ce genre de problèmes. Ou on peut fonctionner à l'inverse.
C'est-à-dire interdire, détecter pour interdire, pour être plus précis dans la gestion des messages d'erreur et des logs. Parce qu'en fin de compte, c'est le truc qu'on pense le moins, c'est en fin de compte le truc le plus touchy à faire quand on fait on propose ce genre de module-là, c'est que la personne, l'utilisateur, ait le maximum de briques pour pouvoir avoir du feedback et puis comprendre ce qu'il fait, mais aussi l'utilisateur final de l'outil qu'il est en train de développer puisse avoir des messages compréhensibles, des messages d'erreur compréhensibles, notamment des messages sur les types dans son langage, en lui disant un peu comme dans Clang, hein, telle ligne, telle colonne, je t'affiche la ligne, je te mets un petit machin et je te dis à tel endroit t'as fait telle bêtise. Warning, implicite conversion de machin en bidule, quoi. Donc voilà, comment ça va se passer en Piercer. Donc typiquement, on va prendre la grammaire de TLT4 qui est dans les tests. Donc on instancie une petite notre objet. On va écrire une petite expression, donc pas grand chose, hein, ça c'est juste S égale Toto plus 42, et je fais exprès. Je prends un cas où les opérateurs sont pas vraiment polymorphiques, je les force en type string. Alors le type, si je mets pas en point d'interrogation, en fin de compte, boum, j'ai un opérateur polymorphique. J'ai un opérateur polymorphique, c'est génial. C'est ça l'idée. Donc là, grosso modo, hein, on déclare des types string, int, les opérations, s, etc. Et puis on dit, vas-y, il existe une fonction toString qui prend un int et qui retourne une string. Je te crée une notification pour te dire, attention, implicite conversion de int to string. Et je te fais un traducteur de la fonction f dans le scope, avec la notification. Il va comprendre tout seul que ça permet de convertir un int en string, et que s'il utilise le traducteur que je lui donne, faut qu'il génère la notification dans l'outil de diagnostic, qui est un objet qui est rattaché au... Ça fait partie des conventions, pareil, d'utilisation de Piercer, donc il y a un objet de diagnostic qu'on peut interroger, qui nous permet justement de gérer toute la problématique d'erreur, notamment liée au typage. Ensuite, ce que je cherche à faire, là, je vais autoriser la conversion implicite. Non seulement l'autoriser, mais pour que ça marche, parce que le fait d'utiliser une conversion implicite, c'est bien, mais là, pour que ça marche, il faut que je modifie mon arme, parce qu'il faut bien que j'appelle implicitement la fonction toStr pour convertir automatiquement mon int en string. Et donc je lui donne une petite fonction ici, createFun with translator, qui permet de prendre directement une brique de mon arme et de transformer, d'utiliser le traducteur qui m'est donné, la fonction de traduction qui m'est donnée, pour modifier mon AST et rajouter un appel de fonction où il va bien, où ça va bien. Et grosso modo, si je lui demande ensuite d'inférer les types, donc là ça fait tout le boulot en fait, c'est ça qui juste infère type, ça fait tout le boulot, c'est-à-dire pour ce node qui s'appellerait, ce qui est la racine de toute mon expression, etc. Vas-y, infère, et puis vas-y, log dans diagnostic, et puis raffiche-moi le code. Alors tout LKT, c'est un petit printer sur le langage, donc ça me dit, vas-y, raffiche-moi l'AST. Et en fin de compte, ce qu'il a fait, c'est qu'il a transformé mon 40, enfin, il a bien détecté tout le bousin, et puis il m'a rajouté autour de mon 42 un toStr pour que ça marche. Et là, j'ai un code valide. C'est-à-dire que là, typiquement, si je retype ça, ça a du sens. Parce qu'effectivement, là, ça prend un int, ça me retourne une string, et je fais bien string plus string. Juste en changeant ici ma notification, au lieu de faire severity.info, je mets severity.warning, par exemple, et ça me fait l'inverse. Ça autorise la conversion, ça fait le boulot, mais ça va me warner. Donc typiquement, par une flag de compilation, je peux simuler ce qui se passe dans un compilateur en C. Je peux aller encore plus loin, je peux faire severity.error, ça va me le détecter, et là ça va me le forcer en me disant, là tu as écrit quelque chose que je ne veux pas. Donc l'idée c'est qu'avec ça, comme j'ai dit, opérateur, statement, etc., je transforme tout en fonction. Toute la sémantique en termes de détecter des choses qu'on veut écrire et des choses qui sont correctes ou des choses qui ne sont pas correctes dans le langage va passer par cette mécanique-là. C'est-à-dire que je dois, du coup, grâce à ça, de manière relativement simple et uniforme, détecter des choses, des constructions relativement complexes, afficher des messages, gérer les niveaux d'erreur, juste loguer, détecter, tiens, tu as utilisé tel pattern à tel endroit, ou dire non, va mourir, tu fais n'importe quoi. Voilà grosso modo pour une grosse brique du truc. Bon, alors là, je vais passer sur un ensemble de trucs. Grosso modo, avec le type système à l'heure actuelle, on peut gérer les surcharges comme on fait en Cook, c'est-à-dire qu'on gère les surcharges en tenant compte aussi du type de retour. Donc typiquement var égale bidule. Donc là, par contre, il y a une inférence locale, c'est-à-dire que je vais déterminer le type de var par rapport à l'expression à droite. Bon, typiquement ici, je suis dans le cas où f est double, et ici, parce que
entre code C et un char, et que typiquement là je suis dans le cas où je n'utiliserai pas de conversion implicite, je serai sur une autre alternative, donc une autre surcharge, et donc là mon type A serait une string. Bon, voilà. Typiquement autour d'un littéral, justement, on peut avoir plusieurs stratégies. Quel est le type d'un littéral? En fin de compte, c'est pareil, c'est que suivant les langages qu'on va chercher à, sur lesquels on va travailler, on peut avoir toute une palette de rigueur et de mocheté à faire. Donc on peut avoir le cas précédemment, c'est-à-dire injecter des conversions implicites. On peut avoir le cas où non, on fait rien. On peut avoir le cas typiquement où en fin de compte en C on pourrait dire non, c'est pas une conversion implicite parce qu'il n'y a rien à faire de toute façon, parce que quote A, c'est un nombre. Donc en fin de compte, on peut considérer que quote A, enfin un caractère, enfin ce qu'on a parsé quote A, c'est à la fois un int et à la fois un char. Et gérer ça. Donc ça c'est possible avec le type système. Donc c'est vous me dire ouais mais c'est bizarre, oui mais sur certains cas on en a besoin. Ou on peut travailler à l'inverse. En F#, c'est-à-dire typer intégralement les littéraux de telle manière qu'ils ont un type unique, c'est-à-dire typiquement en F#, 12S c'est 12 comme un short, et 12 c'est un int. Donc là c'est le cas le plus simple, c'est-à-dire qu'un littéral normalement a un et un seul type. Donc on a le choix, un littéral ça a un ou un seul type, soit on utilise une conversion implicite, soit on peut même carrément dire de toute façon tu vas te débrouiller parce que mon littéral il peut, suivant là où tu l'utiliseras, genre si on voulait simuler des trucs avec du Perl comme ça, par rapport à là où tu l'utiliseras, on va interpréter par rapport à son utilisation. Donc on proposera l'intégralité des cas possibles pour un littéral. Donc ça va jusque là on va dire. Donc on permet tout. Fonction variatique. Alors là encore un autre truc, c'est que typiquement dans le cas de la fonction variatique, c'est-à-dire que voilà, j'ai printf string et puis point. C'est à l'appel que je vais calculer les types. Donc c'est-à-dire que ici printf, je vais voir 42A. 42A c'est de type int int. Donc en fait le type réel de cette invocation de printf c'est string int int void. Donc ce qui est intéressant, c'est de comprendre que dans la SC, en fin de compte, on va annoter les types déclarés et définis, tels qu'ils sont définis, et on va aussi garder les types instanciés. Donc typiquement dans les cas de code polymorphique, c'est intéressant parce que du coup on voit à quelle définition polymorphique c'est associé, et puis du coup concrètement quelle est l'interprétation que le type système en a fait par rapport à sa partie instanciée. Voilà, j'ai couvert à peu près l'ensemble des features du type système de Piercer. Il y en a encore pas mal d'autres, mais je pense que c'est déjà assez suffisant. Rien que la partie, on va dire, inférence globale, donc type reconstruction, etc., ça suffirait pour une conf en soi. Donc je pense que j'en proposerai une pour voir si ça intéresse du monde, de voir comment on peut le faire, et puis d'avoir un exemple d'un truc en Python, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas Camel et qui fait de la type reconstruction, ou Haskell, on va dire, quelque chose qui est abordable par le Pékin moyen et qui fait des trucs rigolos. Donc toutes les fonctionnalités que je vous ai proposées, donc c'est sur la version 0.03 de Piercer, qui est en fait sur le Google Code mais qui n'est pas encore packagé sur PyPy, donc ça ne saurait tarder. Les tutos sont écrits, etc. Il y a encore d'autres tutos à checker et puis à écrire peut-être encore avant de la committer. L'idée c'est que justement tout ça puisse être utilisé pour le front-end de C, c'est-à-dire gérer toutes les saloperies qu'on peut avoir dans du C en utilisant le type système. Ma deadline, c'est-à-dire quand est-ce que ça sera dispo, comme ma prochaine session d'étudiants c'est septembre 2014, donc, et puis là quasiment tout est bon, donc il y a la deadline, ça sera en septembre, donc au pire si vous voyez la conférence après septembre, vous l'aurez. Si dès ce soir vous essayez de donner des Piercer, vous aurez que la version 0.02, bon, ça fait déjà pas mal de choses, mais il n'y a pas la partie type système. Il y a encore pas mal de choses dans le pipe en termes de features. Donc syntonisation, c'est-à-dire générer une partie de tout le moteur de parsing en C et en C Cython, c'est-à-dire que du coup ça refait une passerelle avec Python, ce qui fait que toute la partie qui perd du temps, c'est-à-dire lire un caractère
qui est lourde en Python, tout ça on peut générer tout le bloc de C pour toute la partie parsing, c'est-à-dire qu'il y a une traduction directe entre une grammaire et puis vu que c'est agnostique, une grammaire et tout en C. Donc là on permettrait de gagner beaucoup en performance. Il y a la première partie est faite, il y a que la moitié du boulot qui est fait, c'est-à-dire tout est généré. Maintenant il faut connecter avec les hooks, les directives et tout ça. Le prochain truc qui m'intéresse, moi, que j'en ai besoin pour notamment pour attaquer, c'est la partie effective system, c'est-à-dire commencer à travailler sur les effets et puis connecter ça avec le typage. Bon, enfin bref, ça peut laisser des trucs pour faire des confs aussi. Et grosso modo, voilà, on va migrer maintenant sur GitHub, parce que je parlais pour l'instant c'est sur le Google Code. Bon, à l'époque ça avait du sens, maintenant GitHub a prouvé que c'était un bon fédérateur pour communauté, donc on va migrer, c'est pas encore le cas, mais ça ne saurait tarder. Je sais pas si ça sera que la 0.03, c'est pas très important. Grosso modo pour l'instant, oui, grosso modo un lead dev et puis 3 contributeurs, mais on recherche d'autres contributeurs. Donc si dans tout ce que je vous ai raconté, vous trouvez des trucs intéressants ou c'est des problématiques sur lesquelles vous êtes déjà tombé, vous vouliez utiliser, etc., voilà, c'est le moment de poser des questions et puis de vous manifester. Ouais. Dans l'exemple que tu as donné, chaîne plus entier, je crois que c'était Toto. Ouais, Toto plus 42, j'ai fait exprès de celui-là. Est-ce que ça serait plus compliqué ou plus simple de faire l'inverse, c'est-à-dire de dire que Toto c'est un entier en base 256 et de renvoyer un entier? Ça change rien en fait. Si tu dis non, c'est pas plus simple, c'est que en fait si je dis tiens, il existe une fonction qui s'appelle toBaseStr, enfin toInt baseStr ou whatever, qui prennent une string et qui retourne un int. Et que, par contre, là, il faudrait, ça va injecter un biais runtime, c'est-à-dire qu'au runtime il va se passer des trucs, mais bon, ça c'est d'où l'intérêt d'un effective system. Mais grosso modo, ça va marcher pareil. Ça va juste dire, ok, tu me fais une string plus un nombre sur le plus. Le plus normalement il est polymorphique mais cohérent, c'est-à-dire que le type à gauche et le type à droite sont les mêmes. Alors l'avantage c'est que si tu le définis comme ça, ton opérateur plus, il sera comme ça. Si tu as envie, tu peux mettre int plus int flash i, tu peux faire int plus string flash. J'en ai pas parlé, mais grosso modo, si tu as envie de le faire comme ça avec le type système, tu peux. C'est aussi une autre façon, ça t'évite les conversions implicites. Mais bon, l'objectif c'est que typiquement, quand on en fait, on veut les warner ou les détecter, ou suivant le niveau de configuration. Donc en fin de compte, c'est un peu pâte à modeler. Donc on va imaginer le cas où autour du plus, tu veux que les deux types soient identiques. Bon grosso modo, tu peux très bien dire, si tu dis, il existe une fonction qui me prend une chaîne de caractères et qui me donne un int, il va l'utiliser parce qu'il va se dire, alors après le cas ambigu qui est, j'ai les deux, c'est-à-dire que j'ai à la fois une fonction qui me prend un int et qui me le met en string et une fonction qui me prend un string et qui me met un int, et que mon opérateur de toute façon il est il prend soit int plus int flash int, soit string plus string flash string. Là, l'avantage c'est que l'outil de diagnostic va permettre de dire attends, too many candidates, voilà, il y a une ambiguïté, voilà ce que tu me proposes, voilà comment j'ai typé, voilà les alternatives possibles. Et là, tu verras qu'en fin de compte, il y a les deux choix complètement possibles. Et tant que tu lui donnes pas, il n'y a pas de magie, tant que tu lui donnes pas quelque chose qui lui permet de sélectionner et de résoudre cette ambiguïté, il restera ambigu. Mais tout le panel, il n'y a rien de bloqué, quoi. Tout le panel est accessible. Ok, merci. Autre question ? Bon, merci.